Cher Grégoire, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Oui, moi aussi, ravi. Merci. Quel est votre avis sur la nouvelle formule de la Ligue des Champions? J'ai pas un avis définitif, je vais attendre sans doute ce qu'on appelle les phases finales pour avoir un avis définitif. Et il se trouve que je trouve pour l'instant que c'est moins lisible, mais finalement ce côté un peu imprévisible, on ne sait pas si on n'a pas suivi le tirage au sort de départ, quelle est l'équipe qui sera l'adversaire du club français. Un coup c'est Bologne, une sorte de petite équipe, un autre coup ça va être le Real Madrid, donc ce petit côté montagne russe me plaît bien. Et j'ai l'impression que ça redonne peut-être la possibilité à des plus petits clubs de s'en sortir et de se qualifier finalement. Je croise les doigts pour Brest. C'est pas encore fait. J'espère qu'ils y arriveront, mais ce serait une surprise immense de voir Brest passer la première phase. Donc pour l'instant, on n'a pas perdu en intensité et même je pense qu'on a gagné. Le petit côté championnat fait que chaque match devient important, alors qu'avant finalement c'était souvent assez rapidement réglé dans les groupes. Il y avait 2 gros clubs et 2 un peu moins forts, et il y avait très peu de surprises finalement à l'arrivée en 8e de finale. Là il y en aura peut-être un peu plus, et franchement si le football de très haut niveau retrouve un peu ce côté imprévisible qui permet à 1 ou 2 petits clubs de se glisser au milieu des géants, ce sera gagné. Donc le seul désavantage, c'est que ça fait a priori plus de matchs pour les joueurs, encore une fois. Et voilà. Moi j'attends le retour des joueurs et de savoir comment se passeront les phases finales, avant d'avoir une idée définitive. Mais pour l'instant c'est plutôt positif. Alors justement, vous venez d'évoquer Brest. Alors à la veille de la 4e journée, que pensez-vous des prestations de Lille, du PSG, de Monaco et de Brest? Brest c'est extraordinaire. Pour moi c'est la plus belle histoire de ce début de saison. Bon, ils souffrent en championnat quand même, on le voit, quand ils ont des difficultés à marquer, comme ils l'ont eu contre Nice là, ce week-end. Ils ont un peu moins d'énergie, donc ils laissent de l'énergie en Ligue des Champions, ça c'est sûr. Donc il va falloir qu'en championnat, ils se sauvent rapidement pour pouvoir être plus serein là-dessus. Non, la grande histoire c'est Brest, c'est hallucinant ce que fait Brest. C'était déjà hallucinant en Ligue 1 l'année dernière. Voilà, c'est une équipe. Voilà, moi ça me réconcilie avec le foot, tout simplement, des histoires comme ça. De voir des joueurs qui sont peut-être moins talentueux individuellement que la plupart, peut-être même que toutes les équipes de Ligue des Champions engagées, et s'en sortir parce qu'ils jouent en équipe, parce qu'ils ont... Quand on regarde jouer Brest, on comprend ce que veut faire Brest. Voilà, moi j'adore ça, voir un match de foot en regardant une équipe en me disant « Ah ok, je comprends ce que tu voulais faire là avec ton latéral, je comprends ton jeu, je sais ce que tu veux faire au milieu de terrain, ton placement, la hauteur de ton bloc, as-tu décidé de presser, pas presser ?» Et Brest, je comprends. Donc bravo Eric Roy. Et bravo les Brestois d'avoir su enchaîner sur l'année d'après. Voilà, moi pour tout vous dire, j'ai un collègue qui est le réalisateur de Téléfoot, qui est brestois, qui est fan du stade brestois, qui va à tous les matchs et qui vit sa meilleure vie. Donc rien que de voir tous les week-ends son bonheur et tous les mardis ou mercredis son bonheur dans les yeux, ça me ravit. Donc voilà, Brest c'est la belle histoire. C'est en train de devenir tout sauf une surprise. Monaco, alors, je pense qu'ils vont y arriver, Monaco, et arriver à gérer les 2 tableaux. Je pensais que c'était l'équipe qui allait embêter le PSG, c'est peut-être pas terminé à ce niveau-là, en tout cas en Ligue 1. Ils ont parlé un peu trop vite, en disant que ouais on est là, mais ils l'ont un peu payé là, depuis 15 jours. Donc on va voir s'ils rebondissent Monaco, mais ils ont quand même toutes les armes pour... en qualité, en quantité de bancs pour s'en sortir en Ligue 1 dans les 3 premiers et pour aller plus loin en Ligue des Champions. Lille, c'est presque aussi beau que Brest, mais c'est un peu moins surprenant parce que Lille c'est un club qui a une plus grosse expérience. Voilà, c'est pas la même division que Brest, c'est pas la même dimension que Brest, mais battre l'Atlético, battre le Real et être solide en Ligue 1 comme ça, c'est vachement fort, surtout quand on pense à Lille il y a encore 2-3 ans, dans quel état était Lille financièrement, et à quel point
Olivier Létang et son staff ont réussi à inverser la tendance et à faire de ce club une équipe stable, solide, un peu à l'image de son coach. Il ne fait pas beaucoup de bruit, Bruno Genesio, mais il agit, il a un bon staff, il travaille bien. Lille aussi, je comprends. Voilà. Je comprends ce qu'ils veulent faire en milieu de terrain, je comprends comment ça se passe, je comprends Angel Gomez, je comprends. Je commence à comprendre Chevalier, le gardien. J'ai mis un petit peu de temps, je me suis dit, est-ce qu'il est vraiment fort? Et puis plus je vois des matchs de Lucas Chevalier, plus je me dis qu'on tient là peut-être le grand gardien français des 10 prochaines années. Donc voilà, et puis ce que j'aime aussi à Lille, et c'était pas le cas encore il y a 4-5 ans, dans ce stade Pierre-Mauroy, qui je trouve un peu froid, mais qui est un beau stade dans l'absolu, mais qui est un peu froid. Là, il y a un soutien populaire que je sens puissant. Il y a une fierté lilloise qui contrebalance bien la fierté lensoise en ce moment. Donc Lille, c'est un projet bien mené. Il n'y en a pas beaucoup en France en ce moment. Des projets bien menés d'un club de haut niveau. Donc voilà, Lille, c'est logique, mais c'est agréable. Et puis, le seul petit hic, c'est Jonathan David, quoi, parce qu'il est en fin de contrat et qu'ils vont peut-être devoir se laisser filer sans contrepartie financière un très grand joueur. Donc ça, c'est le seul truc moins bien géré. Mais pour le reste, Lille, c'est très solide. Et il reste le Paris Saint-Germain. PSG, on aura quand même une réponse presque définitive cette semaine. En Ligue des Champions contre l'Atlético de Madrid. À chaque fois, je pense qu'ils vont être en danger en Ligue 1. Ils vont rencontrer une équipe solide, le Marseille, Lens, et à chaque fois, ils sont au-dessus quand même, sans être exceptionnels. J'attends les mêmes choses en Ligue des Champions. Je ne suis pas sûr que ça puisse passer cette année, on va voir. Mais là aussi, il faudra encore un petit peu de temps. Il y a des choses que je ne comprends pas toujours avec Luis Enrique. Se passer de numéro 9, ça c'est un truc qui me dépasse aujourd'hui. Même son maître à penser, Guardiola, a finalement pris un grand numéro 9 à City. Et c'est bizarre, il a gagné avec Erling Haaland. Donc voilà, le PSG m'enthousiasme pas au niveau du jeu. Il me replonge dans un football qui commençait vraiment à me saouler à une époque, de possession, Voilà, moi je préfère en football le hard rock, comme disait Jürgen Klopp, à la pop, un peu mielleuse, que je trouve pratique Luis Enrique. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre qui existait avant dans l'autre sens. Les joueurs avaient le pouvoir, ou le joueur avait le pouvoir, et les entraîneurs passaient et subissaient. Là c'est le contraire. Et je trouve que donner trop de pouvoir à un entraîneur, ça peut être pernicieux au bout d'un moment. La situation de Kolo Muani, par exemple, me désole. Clairement, le garçon, quoi qu'il arrive, sera 8e attaquant, il ne rentrera jamais. Et un coach comme ça, c'est mon jeu, mes joueurs, ma tactique, et toi, non, tu ne fais pas partie du projet. C'est quelque chose qui me dérange. Je souhaite le meilleur au Paris Saint-Germain, mais il y a encore pas mal de choses dans le jeu, dans le comportement, et même de ces dirigeants aujourd'hui qui me dérangent un peu. Je ne sens pas d'équilibre, ni une grande sérénité à tous les étages. Et ça, c'est des facteurs quand même pour arriver à la performance, à la grande performance que le PSG n'a peut-être pas encore cette saison. On peut souligner la réaction de Campos. Oui, alors on ne va pas surinterpréter ce qui se passe, mais quand même, c'est un comportement qui, de la part d'un homme aussi intelligent que Campos devrait pas exister. Quoi qu'il arrive, même s'il n'est pas content d'une décision, même s'il n'est pas content du comportement d'un adversaire, un dirigeant, il se tait, il rejoint le vestiaire et il attend ses joueurs, il écoute, et s'il peut aider, il aide à ce moment-là. Mais il aide sûrement pas en allant crier ou insulter des adversaires, sûrement pas. Cette année, sur la Ligue des Champions, il y a eu l'apparition d'un classement. On retrouve Monaco et Brest qui sont respectivement 4e et 5e. Alors pour vous, est-ce une surprise ou méritée? Non, c'est mérité, ça s'appelle un championnat. Un championnat, ça se gagne pas au début, c'est pas encore fini pour Monaco et Brest. Ils sont pas encore sauvés et pas encore qualifiés, mais c'est un championnat. Et donc c'est tout ça qu'il faut réapprendre avec la Ligue des Champions. On est passé d'une formule de poule à une formule de championnat. On se disait comment ça va se passer. Et on va commencer à regarder un peu tous. Moi les 3 premières journées, là j'ai regardé les performances individuelles des clubs. Mais je vais commencer à regarder le championnat à partir de cette semaine, la 4e, 5e, 6e journée, match décisif. Moi ça me plaît bien cette formule du championnat. Faut-il s'inquiéter des contre-performances du Paris Saint-Germain? Parce
Parce qu'on voit vraiment la différence de niveau entre le championnat de France et la Ligue des Champions. Alors, est-ce dû au niveau, à la concentration ou à la pression? Il n'y a pas de vérité encore là-dessus, parce qu'on pourrait se dire, tiens, c'est de la faute de la Ligue 1, on l'a souvent dit. En Ligue 1, on joue moins bien, il y a moins d'intensité, donc quand les joueurs se retrouvent en Ligue des Champions en milieu de semaine, ils sont surpris par la qualité ou par l'intensité de l'opposition. Non, la preuve, Brest, Monaco s'en sortent très bien, face à des gros clubs. Donc c'est pas l'argument de la Ligue 1, je pense, aujourd'hui, qu'on peut retenir, mais c'est juste l'argument PSG. Peut-être qu'ils ont besoin du petit déclic, comme certains joueurs individuellement ont besoin du petit déclic. Ousmane Dembélé, pour devenir un très grand joueur, il a besoin de plusieurs petits déclics. Alors est-ce qu'il y arrivera? Je ne sais pas. C'est ces petits déclics qu'on va chercher des fois dans une grande performance en Ligue des Champions et qui, tout d'un coup, vous disent « Ok, on est bon en Ligue 1, on est dominant, on peut aussi s'en sortir en Ligue des Champions. » Pour l'instant, ils ne l'ont pas eu, le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que ce match contre l'Atlético de Madrid est un tournant dans la saison. Voilà. Et j'espère pour Paris qu'ils négocieront bien. Liverpool, votre club favori, se classe à la 2e position. Alors cette nouvelle version de Liverpool avec Arne Slot vous plaît-elle ou la philosophie insufflée par Jürgen Klopp vous manque-t-elle? Non, j'ai été en dépression quelques semaines au moment de l'annonce de son départ, comme beaucoup de supporters de Liverpool, j'imagine. Parce que c'est l'être humain qui me manque. Après, Arne Slot, je ne connaissais pas. J'ai évidemment tout de suite fondu sur les réseaux sociaux et sur le net pour voir ce qu'il avait fait en championnat des Pays-Bas. Et puis j'ai regardé. Et j'ai regardé encore plus qu'avant. C'est-à-dire que je pense que j'ai regardé tous les matchs de Liverpool depuis le début de la saison. Je regardais même la Coupe de la Ligue en milieu de semaine contre Brighton. Bref. Et ce que fait ce garçon me plaît parce que naturellement, c'est son caractère tout simplement. Il est l'anti-Klopp pour l'instant. Il est calme. Pendant les 5 ou 6 ou 7 premiers matchs, il était assis ou très peu debout, sans crier, regarder. Et puis surtout, j'ai regardé son équipe et j'ai regardé comment il voulait faire jouer les uns et les autres. Je trouve qu'il a gardé des choses intéressantes de Jürgen Klopp. Il n'a pas révolutionné l'affaire, il a apporté 2-3 petites choses différentes et surtout, parce que c'est le principal dans un groupe qui n'est pas renouvelé, où il n'y a eu qu'une seule signature, donc il est parti avec les mêmes joueurs que Klopp. Surtout, j'ai vu des joueurs heureux. Ce qui n'était pas toujours le cas, je pense surtout à Mohamed Salah. Ce n'était pas le cas avec Jürgen Klopp. En tout cas, beaucoup moins à la fin. Et Salah revit, Salah est heureux. Et ça change tout parce que l'équipe, elle tourne. Les joueurs, ils ont tous un très haut niveau. La différence, elle se fait vraiment aussi dans la tête et dans l'envie et dans le bonheur de se retrouver le matin à l'entraînement, d'imaginer la préparation d'un match, etc. Et ça, il l'a réussi. Et puis, il a eu un peu la chance, à part Nottingham Forest, qui est une super équipe, mais de gagner. Et voilà, il y a de la confiance. Sa chance aussi, à la différence d'Arsenal ou de City, ou de la fin d'année dernière, c'est qu'il n'y a pas de blessés. Quand vous avez tout votre groupe à disposition, ben vous pouvez faire tourner, vous pouvez imaginer les 3 prochains matchs, vous pouvez vous dire ok, Tsimikas, tu vas prendre la place de Robertson, on va changer, puis je vais te mettre un peu en concurrence. Tu vas à droite aussi changer, Salah va te reposer au bout de 60 minutes parce que y a des possibilités devant, il y a plein de changements possibles. Et puis j'ai vu aussi des joueurs progresser, prendre une autre dimension, comme Gravenberch au milieu de terrain. Je ne m'enflamme pas, nous ne sommes qu'au mois de novembre, mais cette équipe-là, vous l'avez rappelé, 2e en Ligue des Champions, première de Première Ligue, avec une seule défaite dans la saison, wow, c'est solide, Ça démarre hyper fort. solide. Voilà, donc je croise les doigts. Sur cette édition 2024, quelle équipe vous procure du plaisir? Pour l'instant, avec 3 journées. Il y a plein d'équipes qui me procurent du plaisir, beaucoup plus qu'il y a 3-4 ans. C'est finalement assez triste de voir que le football est moins accessible pour le grand public aujourd'hui. Parce que par exemple, le Lille-Lyon de vendredi soir était un match magnifique. Mais vraiment, où vous passiez, des fois quand on zappe, on passe d'un match de Ligue 1 à un match de Première Ligue, wow, on peut se mouiller la nuque tellement il y a une différence de tout, de réalisation, de lumière, de stade et de jeu. Là, Lille-Lyon, c'était un super match. Le Nantes-Marseille d'hier soir, c'était un super match. Monaco, j'aime bien regarder. Lille, j'aime bien regarder. Marseille, évidemment, j'aime bien regarder. Le Paris Saint-Germain, moins, mais ça joue au foot. Lyon qui a plein de défauts, des faiblesses défensives, mais ça joue. Donc il y a plein de matchs qui m'intéressent en dehors des grands matchs européens. Et même, pour l'instant,
c'est pas une surprise, hein, c'est souvent comme ça avec le Real. Le Real m'embête. Le Real, je trouve, n'est pas abouti, se cherche. Voilà, je préfère regarder le Barça là, en ce moment que le Real Madrid. Mais ça va pas durer. Enfin, je le souhaite à Ancelotti. Donc il y a plein d'équipes qui jouent bien. Qui se copient pas forcément, ils font pas tous du Guardiola ou tous du Klopp. Je trouve ça assez équilibré, j'aime bien l'intensité physique, cette histoire précise, j'aime bien la capacité à garder le ballon mais aussi à faire des transitions rapides. Voilà, c'est le seul petit truc qui me dérange, il faut voir si c'est vraiment une tendance de fond. Mais ça peut évoluer parce que je vois arriver des joueurs comme Ben Seguir, comme Cherki, qu'on pourrait très bien voir en numéro 10, comme Sunday Oliseh. Je pensais que des joueurs comme Griezmann, ou comme avant, des vrais 10 ou des 8 meneurs de jeu, ça avait disparu et je suis pas sûr. J'ai pas l'impression que le foot va s'enfermer, j'espère pas, dans des 1 contre 1, je te mets un ailier droit, je te mets un ailier gauche, je lui donne le ballon et là débrouille-toi face à ton adversaire. C'est toi qui vas faire la différence. Et puis bon, s'il n'y a pas de numéro 9 pour récupérer le ballon, c'est pas un problème. Le but c'est de déstabiliser sur les côtés. Ça, au bout d'un moment, ça me fatigue. Moi j'aime la variété et si Liverpool c'était que Mohamed Salah ou Luis Diaz qui faisaient les différences chacun de leur côté, le jeu de Liverpool m'embêterait. Et c'est pas le cas. Donc si on pouvait avoir accès au football sans payer 80 € par mois, on voit en ce moment des beaux matchs et des belles équipes. Voilà, Nottingham Forest, Aston Villa, Tottenham, ce sont des jeunes entraîneurs, même en France, voilà, la liste est longue, le Nice souffrait, mais avec Franquès, ça va le faire petit à petit. Voilà, c'est des entraîneurs qui ont 40, 45 ans, des fois beaucoup moins. Et qui apporte plein de bonnes choses, je trouve. C'est vrai. Heureusement, parce que le football, on a bien besoin. Et en plus, c'est que le début de la saison. Oui. Ouais, Il y a plusieurs phases dans une saison. Hein. Mais la phase fin octobre, mi-décembre, je suis assez d'accord avec cette phrase qui dit qu'on peut perdre à ce moment-là. C'est pas là que se gagne un championnat ou une Ligue des Champions, évidemment, mais c'est là qu'on peut le perdre. Arsenal, par exemple, en ce moment, est peut-être déjà en train de perdre le championnat d'Angleterre. Parce que voilà, 6 points, 7 points de retard, ça fait beaucoup. En France, heureusement, on a encore un peu de vraiment un suspense qu'on n'avait pas les années précédentes peut-être. Voilà, et de voir Monaco, Marseille rester quand même pas très loin du Paris Saint-Germain, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Rodri a remporté le Ballon d'Or 2024. Alors, une victoire qui récompense un milieu de terrain, qu'est-ce que cela représente pour vous ? Alors, je comprends les polémiques. Ça aurait dû être Vinicius, pourquoi c'est pas Vinicius? Et si c'est Rodri, alors ça veut dire qu'on a récompensé le palmarès d'un joueur qui est champion d'Angleterre, qui a gagné l'Euro, ok. Mais en même temps, pourquoi pas Carvajal, qui lui aussi a gagné l'Euro et encore une fois a gagné la Ligue des Champions, le championnat d'Espagne, ça aurait dû être Carvajal. Je pense qu'il faut regarder les votes, il faut regarder le résultat et se rendre compte évidemment que ça a été très très serré finalement entre Rodri et Vinicius, que ça s'est joué donc à quelques voix, quelques points près. On est dans l'après Messi, l'après Ronaldo. C'est pas un choix de l'UEFA, c'est un choix de journaliste. Alors on pourrait peut-être faire évoluer le panel des votants, prendre des journalistes et aussi des joueurs, des capitaines de sélection, ça peut toujours progresser. Mais je trouve pas ça scandaleux du tout. Mon vieil âge m'a fait, moi, voir des ballons d'or qui étaient des joueurs défensifs. Il y a eu Mathias Zammer, il y a eu Cannavaro par exemple. Oui, il y a des défenseurs, il y aura peut-être à nouveau un défenseur central dans l'avenir. Moi je trouve qu'on récompense un joueur, parce que ce joueur est exceptionnel. Alors il ne va pas faire des accélérations, petits ponts, 3 passements de jambes et frappe dans la lucarne. En revanche, j'ai un souvenir d'Istanbul où il est décisif en finale de Ligue des Champions. J'ai un souvenir de cet Euro avec l'Espagne où il est décisif. Et dans ses gestes, un but, une passe décisive, et dans tout ce qu'il apporte à une équipe. Sa sélection et Manchester City. Manchester City sans lui, la preuve en ce moment, n'est pas la même équipe. L'Espagne sans lui n'est pas la même. C'est un joueur qui apporte l'équilibre. Et puis c'est un beau joueur de foot aussi, c'est un bon joueur de foot, très bon joueur de foot, dans ce qu'il doit faire techniquement. Donc, ah oui, il n'est pas... regarde les stats, il n'a pas de stats, je m'en fiche un peu. Donc, je ne sais pas si ça sera une tendance de fond, mais c'est un message et un choix qui me vont complètement. Voilà. Après, on le sait, il y a plein de grands joueurs qui ont payé le Ballon d'Or. Vini l'aura peut-être un jour. Griezmann, Iniesta, Xavi,
Ribéry n'ont pas eu le ballon d'or. Et ils le méritaient sans doute sur certaines saisons. Donc Vinicius méritait, mais Rodri mérite aussi. Après, le ballon d'or du jeu en équipe, le ballon d'or d'un joueur normal, peut-être. Mais je condamne pas Vinicius et je rentre pas non plus dans les polémiques. Il est attaquant, il est noir, il s'est plaint du racisme, c'est pour ça qu'il a été sanctionné. Pas une seule seconde. Évidemment non, surtout pas par des journalistes. Donc on se donne rendez-vous pour Vinicius l'année prochaine. Je trouve que lui, à la différence du Real Madrid, qui s'est très mal comporté, quelle honte pour le plus grand club du monde. Même si je suis fan de Liverpool, le Real c'est au-dessus, c'est incomparable avec rien. Le Real a été tout petit. Vinicius, je trouve, sur ce qu'il a dit après, je vais en faire 10 fois plus et ils verront. Ça, c'est la bonne attitude et vivement la suite. Même si, pour tout vous dire, moi, le ballon d'or, ça m'intéresse pas, au fond, mais pas du tout. Pas du tout. Même quand j'étais gamin, le ballon d'or, je m'en foutais complètement. Mais complètement. C'est un sport d'équipe. Une récompense sur une saison, c'est très compliqué, on le voit, la preuve. Ça donne lieu à des polémiques avec deux camps, comme dans le reste de la société, qui n'arrivent même pas à se comprendre, à se parler. Ouais, Vinicius, ouais, Rodrigo. C'est très fatigant. Qu'on désigne le meilleur joueur d'une compétition, le meilleur buteur, le plus beau but, et pourquoi pas, à l'arrivée, l'équipe de l'année. Mais même là encore, mais le meilleur attaquant, le meilleur milieu, le meilleur défenseur, le meilleur gardien, pourquoi pas. Mais la récompense individuelle, ça m'intéresse pas. Je veux bien vous en parler, la preuve, je peux faire 20 minutes là-dessus, mais ça m'intéresse au fond, mais absolument pas. C'est dommage, j'avais une autre question sur le ballon d'or. Je vais essayer d'y répondre. Le fait que Rodri soit aussi le porte-parole des joueurs contre l'augmentation des matchs, donne-t-il le ballon d'or une portée plus intense, plus noble? On peut rêver. On peut rêver. Ce que j'entends et ce que je vois quand même au-delà de Rodri, c'est qu'il y a des grands joueurs de plein de nationalités qui parlent. Je ne sais pas s'il y a un discours commun encore, s'il y a une force commune des joueurs qui peut se dégager. Il va falloir qu'ils soient forts contre la FIFA et l'UEFA, les amis. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas se tromper d'adversaire dans ce combat légitime qui est celui des joueurs de jouer moins et d'arrêter cette escalade vers la Coupe du Monde des clubs, le machin des débuts de la Coupe du Monde. C'est devenu n'importe quoi. Trop de matchs tuent le foot, ça c'est une évidence. L'adversaire, c'est l'organisateur des compétitions pour l'instant. Donc c'est la FIFA à ce niveau-là. Les gens pensent que ce sont les diffuseurs, les télés qui veulent toujours plus de matchs. C'est faux. La preuve, la Coupe du Monde des clubs aujourd'hui n'a pas de diffuseur. Dans plein de pays, aucune télé ne s'est précipitée pour diffuser une compétition qui pour l'instant, dans sa formule à 30, je crois encore 32 clubs, ne ressemble à rien. Un mois de compétition au bout du monde. Pour l'instant, ça ressemble à rien. Et peut-être que ce sont les diffuseurs qui vont avoir la peau dans les médias de la Coupe du Monde des clubs, par exemple. Parce que sans diffuseur, sans argent, la FIFA n'organisera pas la Coupe du Monde des clubs. Voilà, moi j'aime bien quand des projets improbables et évidemment contre-productifs et dangereux pour la santé des acteurs principaux que sont les joueurs ne voient pas le jour, c'est toujours une bonne nouvelle. Que les joueurs en prennent conscience et prennent conscience aussi de la force collective qu'ils peuvent avoir et de la puissance de leurs mots et de leurs interventions. Donc attendons. Et puis, attendons aussi de voir comment les clubs vont réagir à ça. De plus en plus, je vois des clubs qui font attention à la santé et l'intégrité physique de leurs joueurs, qui connaissent de plus en plus les besoins de leurs joueurs. Certains qui reviennent de blessures ont fait attention, on prend le temps. Ce que fait Chelsea avec Wesley Fofana, par exemple, de lui faire jouer qu'un seul match par semaine après toutes les blessures qu'il a eues. Chelsea pourrait très bien se dire, on a besoin de Fofana, tu vas jouer tous les matchs, et c'est comme ça. Non, les clubs me paraissent de plus en plus intelligents aussi. Bon, ça va petit à petit dans le bon sens. Mais à chaque fois que j'entends Rodri, Tchouaméni ou plein d'autres joueurs intervenir intelligemment et se plaindre de choses dont il faut se plaindre vraiment, ça va dans le bon sens, c'est sûr. Le sac de Rodri au Ballon d'Or met-il en lumière le talent du joueur ou les philosophies de jeu insufflées par messieurs Pep Guardiola et Luis de la Fuente qui valorisent un jeu plus offensif et attractif?
oui, Guardiola a changé beaucoup de choses, mais lui aussi a changé. Donc lui aussi s'est adapté. C'était la preuve aussi qu'il fallait qu'il change pour gagner. De La Fuente, moi, c'est pas son football qui m'intéresse finalement. Le football espagnol était de loin le meilleur à l'Euro. Ils ont gagné, c'est très bien. Au-delà du foot, moi j'aime le comportement. Enfin, je m'intéresse au comportement, à la personnalité des coachs. De La Fuente, il est calme. Il ramène pas la lumière à lui. On sent qu'il est proche des joueurs, qu'il les connaît, il les accompagne depuis les espoirs, depuis les catégories de jeunes, il connaît tout ce groupe-là. Et surtout, je pense qu'il est manager, c'est le plus important des facettes du visage d'entraîneur aujourd'hui, être manager du corps et de l'âme de ses joueurs. Et on a vu des joueurs espagnols heureux, on a vu des joueurs espagnols qui avaient peut-être pas forcément assez de titulaire sur révéler, je pense à Dani Olmo, mais à d'autres dans cette compétition. Et puis surtout, il a donné confiance à des gamins, Williams, Nico Williams, il a 21 ans, l'autre à droite, n'en parlons pas. Voilà, moi j'aime voir une équipe qui joue, qui est heureuse de jouer, qui est heureuse de marquer, qui est élégante dans son comportement avant le match, après une victoire, après une défaite. Et je trouve que ça a été le cas des Espagnols, donc pour ça, De La Fuente, pour moi, est un grand coach déjà pour ça. Après les idées de jeu, les philosophies, est-ce que tout n'a pas déjà été fait? J'entends même qu'on revient au WM des années 40 ou 50. Donc c'est un éternel recommencement, c'est comme l'art. Hein. L'art, les années 80 sont à la mode en ce moment en musique, et ben on refait un peu les années 80. C'est pareil dans le foot, on ne va pas tout réinventer, on va juste réinterpréter, apporter quelque chose, une petite touche différente, ce que font plein d'entraîneurs. Moi j'aime la durée. Et dans la durée, voilà, Aston Villa en ce moment, j'ai cru que c'était 6 mois, mais c'est beaucoup plus que ça. Et gloire à son coach, il n'y a pas que ça, il y a plein de clubs qui sur la durée montrent un visage, Leverkusen, bref, il y en a plein. Et dans tous les pays. Voilà. Donc c'est pas que Guardiola, que De La Fuente, c'est plein de coachs et plein de clubs qui font avancer le foot en ce moment. Il faut aller chercher, il faut picorer partout. Il faut essayer quand on peut parce que c'est cher. C'est vrai. Et vous, en tant que commentateur, quand vous commentez de telles équipes, le plaisir il est encore plus décuplé? Moi, je suis un privilégié. Malheureusement, on m'a donné beaucoup de caviar dans ma vie. Heureusement plutôt. Non, parce que quand je dis malheureusement, c'est qu'à l'arrivée maintenant, à 55 ans, c'est bête ce que je vais vous dire, parce que je suis tout autant intéressé par un Israël-France à Budapest devant 3000 personnes que l'Italie-France à San Siro dans quelques jours, qui sera peut-être décisif en Ligue des Nations, ou qu'une finale à Doha avec 90 000 personnes. Je vous mentirais si je vous dis que le match à Budapest, il a la même saveur que le match à Doha, une finale de Coupe du Monde. Il n'empêche, j'y trouve moi toujours du plaisir. Moi, mon plaisir, c'est de préparer mon match, et d'aller au stade, c'est de voir ce qui s'y passe, même l'odeur, l'état de la pelouse, de croiser 2-3 regards, de me poser, discuter avec mon consultant. C'est vrai que c'est plus... Moi, j'aime bien le talent. Donc le talent, vous en avez plus à très haut niveau. Le talent, il s'exprime plus dans des matchs de grande intensité que sont certains matchs de Coupe du Monde, la plupart des matchs de Ligue des Champions, déjà en phase de championnat, et encore plus à partir du mois de février. C'est vrai qu'un Liverpool-Real Madrid, on va se dire qu'il y a une opposition de style, c'est un quart de finale ou une demi-finale, m'intéressera un petit peu plus, même si je ne le commande pas, je vais le regarder forcément à la télé, qu'un Reims-Toulouse. Mais je regarde aussi Reims-Toulouse, parce que dans Reims-Toulouse, il y a toujours quelque chose aussi, il y a un joueur, il y a des choix de coach, et voilà, je ne vais peut-être pas le regarder 90 minutes avec la même... Je ne vais pas être sur mon canapé en me levant à chaque but, je vais le regarder pendant 10 minutes, un quart d'heure pour voir, tiens, j'ai vu ce joueur-là, tiens, ça joue comme ça, ok, je passe à autre chose. Mais cette année, j'ai repris goût beaucoup au foot à la rentrée, là, parce que je regarde justement beaucoup plus de matchs de Ligue 1 qu'avant, et pas simplement Marseille, Paris Saint-Germain ou Lille-Lyon. Donc voilà, le foot, le petit plaisir, il est partout. La recherche du petit plaisir, elle est partout. La grande émotion qu'on peut attendre, elle a besoin quand même d'un cadre.
Voilà, le blockbuster de temps en temps, ou le grand film qui est Palme d'Or à Cannes, il est Palme d'Or à Cannes pour plein de raisons. Et le Liverpool, le Real Madrid ou le Monaco, Chelsea en demi-finale, il n'est pas là par hasard. Donc il m'intéresse quand même un petit peu plus. C'est comme un meeting d'athlétisme, hein, le 100 mètres du meeting de Sotteville, où tous les sprinteurs vont courir en 10, 10, 10, 20, 10, 30. Il sera moins excitant que la finale olympique avec tout, enfin, les 8 ou les 9 engagés qui sont sous les 10 secondes. Ouais, c'est pas la même saveur. Mais j'aime bien aller à Sotteville, j'aimais bien aller à Sotteville pour le meeting aussi, avec 1500 personnes dans le public, j'aimais bien aussi. L'athlétisme, on en parle de l'athlétisme français? Non, on n'en parle pas. Ah bah si vous avez envie. Un autre jour. TF1 justement, qui est diffuseur des matchs officiels de l'équipe de France en Ligue des Nations. Alors à 2 journées de la fin de la phase de Ligue, il ne manque plus qu'un point aux Bleus pour s'assurer la qualification en quart de finale. Alors comment voyez-vous ces deux rencontres entre Israël et l'Italie? Ce qui est bien, c'est que tous les reproches qu'on pouvait faire à ce qui existait avant la Ligue des Nations, des matchs amicaux sans intérêt, machin, là on ne peut pas les faire sur ces 2 dernières journées, parce qu'effectivement là il y a une carotte. Alors la qualification, je pense qu'ils vont l'avoir, les Français ils l'obtiendront, je pense sans souci. Ça veut dire déjà donc 2 quarts de finale au mois de mars, avec en face une nation de haut niveau. Et donc en fait la compétition elle débute maintenant. On voit bien ce qu'a été le mois de septembre pour l'équipe de France et pour beaucoup d'équipes. Il y avait la fatigue de l'Euro, il y avait les débuts de compétition pour chaque joueur dans des grands clubs. Voilà, l'histoire Mbappé, le comportement de Kylian Mbappé, je n'ai pas envie de venir parce qu'on pouvait le comprendre à ce moment-là, parce que c'était pas encore à l'élimination au mois de septembre. Le premier rassemblement, il n'intéresse au fond personne, si ce n'est Didier Deschamps, qui utilise ces 2 premiers rassemblements pour voir d'autres choses, tenter des choses, parce qu'il a intérêt à le faire avant les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Donc les 2 premiers matchs, voire les 3 premiers, c'était l'équivalent des matchs amicaux qu'on avait avant. Et puis là, ça bascule un peu, oui, c'est que la Ligue des Nations. Mais vous allez avoir la qualif contre Israël, et vous allez avoir la première place, peut-être, que j'espère, à San Siro contre l'Italie, qui vous a bien malmené au match aller. Je sais pas, moi, dans tous les matchs, et je comprends pas le désamour, mais un peu de côté l'équipe de France qui touche un peu moins de public parce que les matchs sont pas décisifs, parce que les joueurs font pas tous là, etc. Peut-être que cette Italie-France va nous remettre un tout petit peu avec les Bleus. Déjà, il y aura un peu d'enjeu. Et puis surtout, l'affiche, voilà, c'est Italie-France. Même si c'est la Ligue des Nations, c'est déjà un peu plus qu'un simple match amical Italie-France. Donc on s'enflamme, quoi. Évidemment, c'est pas une finale de Coupe du Monde, mais il y a une petite flamme, une petite étincelle qui me fait dire que cette Ligue des Nations, dans toutes les compétitions qui ont été créées, on en parlait tout à l'heure, c'est pas la pire. Voilà. C'est vrai. En plus, ça permet justement de passer une étape en vue de la Coupe du Monde 2026. Oui, ça permet à tous ces sélectionneurs de voir des joueurs qu'ils n'avaient pas vus encore en sélection, de digérer, et ça va être très très long, pour moi ça prendra bien 2 ans, digérer l'après Varane, l'après Lloris, l'après Giroud, l'après Griezmann. J'ai failli pleurer. Voilà, c'est plus la même équipe. On est reparti sur autre chose, et moi j'ai pas connu ça comme commentateur de l'équipe de France. J'ai eu la chance d'arriver en 2016. L'équipe elle était à maturité. Déjà, c'était le début de sa maturité et elle aura duré quand même presque 8 ans, c'est toute une génération. Moi j'ai eu la chance de vivre ça, d'accompagner ce groupe incroyable. Il y aura des ratés, il y aura des couacs, il y en a déjà eu au mois de septembre. Il y aura des contre-performances sans doute dans les 2 ans qui viennent, mais laissons à ce groupe le temps de trouver son équilibre. Et puis peut-être que des joueurs, logiquement des joueurs qu'on n'a pas encore vus avant arriver dans ces 2 ans, des joueurs dont on manque, on se dit qu'on n'a pas assez de créateurs, on se dit qu'on n'a pas ce Griezmann en numéro 10, ce joueur capable de faire le lien entre le milieu et l'attaque, capable de voir dans son dos, d'anticiper, d'être fort techniquement, de faire jouer les autres, d'éviter un ailier droit face à un défenseur, un ailier gauche face à un défenseur, ce systématisme-là dont l'équipe de France doit un peu sortir.
Voilà, il y a peut-être des joueurs qui arrivent. À Élysée, on l'a vu, on verra. Des espoirs sortiront. Il n'y en a pas 5 qui monteront en A, mais s'il y en a déjà 2 ou 3 de cette génération d'espoirs qui montent en A dans les 2 prochaines années, ça sera bien. J'attends Ryan Cherki. J'étais pas fan de Ryan Cherki. Moi, je le connais depuis longtemps, hein, comme tous ceux qui suivent Lyon, et on le connaît depuis qu'il a 16 ans, Ryan. Ce que je suis en train de voir là, avec Lyon, dans son comportement, dans ce qu'il fait sans le ballon, dans ce qu'il fait à la perte du ballon, et dans ce qu'il continue à faire, et peut-être de mieux en mieux, ou à droite, ou peut-être dans l'axe, avec le ballon. Alors, j'espère qu'on a un joueur, il est là, j'espère qu'il fera tac, 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 et pour faire tac, 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 il va falloir le voir à un moment donné en A, et voir comment il peut se comporter. Donc peut-être pas la prochaine liste, mais au mois de mars, qui sait, s'il fait 4 bons mois, grands mois, comme il le fait là, depuis un mois avec l'Olympique Lyonnais, bah, quand on est un grand joueur, vous avez beau ne jamais avoir été appelé par Didier Deschamps, vous serez appelé. Voilà. Donc on va voir, mais ces joueurs-là en équipe de France, j'aimerais bien les voir un jour. Pas que lui, hein. Ben Seguir, on le verra pas malheureusement. Le Maroc a beaucoup de chance. Comme pour Zidane en 2006, croyez-vous au retour d'Antoine Griezmann pour la Coupe du Monde 2026 ? On en reparlera en juin, quand on saura de quoi est fait son avenir en club. Je ne sais plus où il en est en termes de contrat avec l'Atlético. Je ne sais pas si c'est cette dernière année. Je ne sais pas s'ils se sont dit avec Simeone et le club, ok, je fais 2024-2025 et derrière laissez-moi le choix. Peut-être qu'il l'annoncera avant. Si Antoine Griezmann choisit d'aller par exemple en MLS, et il fera ce qu'il veut évidemment de sa vie tellement il a déjà donné, en MLS, l'année prochaine on ne le reverra pas en équipe de France. Voilà. S'il continue après une grande saison à l'Atlético de Madrid, on est tous bien placés pour savoir que le foot, il y a des choses qui ne sont pas définitives. C'est vrai. En attendant, il faut faire le deuil, parce que c'est un vrai deuil, et il faut travailler sans lui, et trouver d'autres profils, d'autres options, ce qu'est le travail de Didier Deschamps pour les mois qui viennent. Voilà, on ne va pas rêver d'un retour, mais ouais, c'est définitif à 90%, je pense. Voilà. Mais on peut l'espérer. On peut l'espérer. Ouais, mais on peut l'espérer toujours. En mars 2025, Paul Pogba retrouvera la compétition. Là aussi, on peut espérer. Ouais. Justement, selon vous, le champion du monde 2018 retrouvera-t-il son excellent niveau de jeu ? En fait, quand je vous réponds, je suis en train de penser aussi au temps long, qui est quand même important dans le foot, le très haut niveau. Il existe aussi. Dans le temps long, c'est vrai qu'Antoine Griezmann, même avant l'annonce de sa retraite, alors pour plein de raisons, mais il n'a pas fait de grands matchs avec les Bleus, n'a pas été influent comme il l'a été. Ça fait longtemps, ça fait plus d'1 an déjà avant sa retraite. Et c'est pas un hasard. Paul Pogba, c'est un autre cas encore. Moi je trouve que c'est... déjà ce qui me plaît, c'est qu'il puisse rejouer au foot, j'espère pour lui, déjà. Parce que rien n'est réglé aussi, le procès va commencer, il va avoir plein d'extras sportifs à gérer encore dans les mois qui viennent, Paul. Mais qu'il puisse rejouer au foot, parce que je pense qu'il adore jouer au foot et que ça lui manque de jouer dans une équipe de haut niveau, c'est déjà une première chose. Retrouver les Bleus, c'est autre chose. C'est bien autre chose, et retrouver le niveau qu'il a pu avoir en 2018 par exemple, ou en 2016, c'est un monde. Donc franchement, retrouver ce niveau-là, j'y crois pas trop. Je lui souhaite, mais j'y crois pas trop. Je préfère repenser pour l'instant à ce qu'il a apporté, espérer que dans sa vie d'homme et de footballeur, il va retrouver du plaisir, et repenser et le remercier parce que je crois, après c'est ma petite opinion, mais c'est le plus grand milieu de terrain de l'histoire du football français. C'est une opinion qui est importante. Hors Zidane, hors Platini, qui sont des attaquants pour moi. Plus des attaquants. Et des milieux offensifs. Lui, c'est autre chose. Lui, c'est plus complet, défend. Paul Pogba, quelle chance on a eu, et j'ai eu de pouvoir commenter Paul Pogba. Quel joueur incroyable. Et tous le savent,
c'est ce que j'ai aussi appris en arrivant un peu en équipe de France, c'est qu'entre eux, les joueurs, ils voient arriver un joueur, ils le voient jouer, même s'il a 16 ans, 17 ans, tout de suite, ils savent que ce joueur-là, il n'est pas avec eux, qui sont déjà au très très haut niveau, il est au-dessus. Et Paul Pogba, il est au-dessus. Il est très au-dessus. Alors après, en plus, je pense en implication dans le rôle qu'il a pu avoir dans le vestiaire, mais sur le terrain. On regardera des compilations, les gens regardent des fois de Paul Pogba. C'est physiquement, dans la vision du jeu, dans la qualité technique, dans tout. Et bon, Pogba Kanté, il va falloir passer à autre chose, hein, mais si on est champion du monde, c'est pas pour rien. Bien sûr qu'il y avait des grands joueurs partout, mais Pogba Kanté, c'était exceptionnel. Blaise, je ne t'oublie pas. Alors pour le moment, cette nouvelle équipe de France plus jeune vous plaît-elle? Non, elle ne me plaît pas encore, parce que on n'a pas vu des bouts de matchs, quand même. Il y a eu des matchs où, quand on les a sentis tous concernés, tous sérieux, les 2 matchs contre la Belgique, par exemple, ils ont été capables de produire des choses et de faire des choses. Non, elle n'est pas aboutie encore, cette équipe, loin de là. Elle va se faire critiquer, ce sera logique ou pas, pendant des mois. Les choix du coach vont être critiqués. Voilà, il va falloir qu'il soit solide, parce que de toute façon, il faudra du temps avant que quelque chose de nouveau arrive à maturité. On n'en est pas encore là. Donc c'est une équipe qui a des points faibles, qui a des temps faibles, certains temps forts parce qu'elle a du talent. Elle est déséquilibrée encore. Donc non, elle ne me plaît pas, mais mon rôle, c'est pas qu'elle me plaise ou pas. Mon rôle, c'est de l'accompagner, d'être lucide par rapport à ses performances avec Vicente Lizarazu. On est lucide, on dit quand c'est pas bien, on dit quand c'est mieux, et on est un peu vieux, donc on sait ce qui se passe derrière et à quel point c'est difficile de mettre en place et de faire ce puzzle-là pour les joueurs eux-mêmes, les uns par rapport aux autres, et pour le sélectionneur. Voilà. Donc elle nous plaira peut-être. En attendant, c'est quand même ça aussi, toi tu es jeune pour ne pas avoir connu cette époque. J'ai l'impression quand même qu'on vient de finir une période, une décennie à peu près, qui a été exceptionnelle. Pas toujours dans le jeu, peut-être. C'était plus Zidane. Oui, c'était plus Zidane. Mais dans les résultats et puis dans certaines émotions qu'on n'oubliera jamais, que ce soit des victoires ou des défaites. Je me souviens que quand j'étais petit, on était les champions du monde de matchs amicaux, on ne se qualifiait même pas pour l'Euro ou pas toujours pour la Coupe du Monde. Et puis petit à petit, on a eu des générations, des trous générationnels à peu près aussi longs que la génération, donc pas 1 an ou 2, mais beaucoup plus. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le foot français est tellement mature et produit tellement de talent qu'on va avoir un trou, mais ce trou-là, il est le trou de la reconstruction, et que ça ne va pas être 5, 6, 7 ans parce qu'on attend un joueur générationnel comme on a pu y avoir avec Platini, avec Zidane. On n'aura pas besoin forcément d'un joueur générationnel. Il y a assez de qualité tout autour pour faire plus qu'un 23, un groupe de 23. Il faut leur laisser un petit peu de temps. Et ça, c'est un luxe, vous ne connaissez pas, vous. Le plongeon au fond du trou pendant 3, 4, 5, 6, 7 ans. Je crois qu'on ne connaîtrait pas ça. Je pense que la France se qualifiera pour la Coupe du Monde, donc elle continuera à jouer régulièrement des grandes compétitions, ce qui la maintient à l'abri d'un grand trou. Voilà, l'Espagne a beaucoup de talent, elle a mis longtemps avant de revenir, mais elle n'était pas complètement dans le trou. On est en train de vivre cette époque-là, je pense, avec l'équipe de France. Voilà. Donc M. Didier Deschamps est toujours l'homme de la situation. Je ne sais pas si Didier est l'homme de la situation. Il a été l'homme de la situation longtemps. C'est vrai que c'est très long, hein. Ça fait 12 ans maintenant qu'il est à la tête des Bleus. Il n'y a pas un autre sélectionneur qui a eu ce temps long comme Didier. On va voir aussi, ça aussi, on verra avec le temps si le discours de Didier passe auprès de cette nouvelle génération. Moi, je sens quand même qu'ils ont l'air heureux de se retrouver à Clairefontaine, et que l'équipe de France, même s'il y a une partie de la population française qui n'arrive pas à imaginer que ces joueurs-là sont attachés au maillot,
Je les connais pas tous très bien, hein, mais un peu quand même. Je connais certains, leur famille, leurs parents. Je sais leur histoire, leur éducation, ce qu'ils ont reçu, leur comportement quand ils arrivent en bleu. Ils ont toujours ce maillot-là comme ultime quête personnelle. Collective à l'arrivée, mais personnelle. Arriver dans la petite voiture électrique à Clairefontaine au château, pour eux, même si c'est la 50e fois, leur 60e sélection, c'est bien différent de tout le reste. C'est beau de décrire cela encore, avec cette nouvelle génération. Mais on s'attache à des choses qui n'ont pas de sens. Hein. Ça peut avoir du sens et être critiqué, ou au moins qui pour certains Français n'ont pas été acceptables, ne sont pas acceptables. Alors je peux l'entendre, mais il faut regarder aussi derrière et la grande image, comme on dit en anglais. Il n'y a pas simplement les petits phénomènes quand même. Alors il y en a beaucoup, peut-être un peu trop. On est à l'ère de l'instant, la culture du moment présent. On oublie ce qui s'est passé depuis 10 ans. On n'arrive pas à se projeter sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Dans l'instant, oh, il est arrivé avec une jupe à Clairefontaine, c'est ridicule. Oh, il a dit qu'il fallait voter contre le Rassemblement national. Mais est-ce que tu te souviens vraiment de ça, ou c'est vraiment la performance sportive qui reste? Non. Quand la performance sportive n'est pas là, on se souvient de tous les... Et le sport, et on a eu raison sans doute de critiquer et de tenter de faire avancer ce qui s'était mal passé pendant l'Euro, mais effectivement le petit point dans le tableau prend beaucoup d'importance dans ces moments-là. Donc, et malheureusement, je pense qu'à partir du moment où il y aura à nouveau la performance sportive, on oubliera tout le reste. C'est toujours ça le problème. Donc, moi, j'essaie de ne pas surinterpréter des comportements, surinterpréter des contre-performances ou des signaux négatifs d'une équipe. Voilà, j'essaie de donner un tout petit peu de temps à tout ça. Je trouve quand même, oui, il y a beaucoup de choses qui se passent avec ces joueurs en dehors du foot, ponctuellement. Mais là aussi, il y a un peu de mémoire. Il y a une quinzaine d'années, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux à ce moment-là, imaginez. L'image de l'équipe de France, pour plein de raisons, elle correspondait à ce qui se passait vraiment, et elle était très 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 négative, et c'était logique. On n'en est quand même pas encore là. Voilà. Et il n'empêche, je trouve Jules Koundé et d'autres, moi il m'intéresse sur 2 plans. Hein. Ce qu'il fait sur le terrain et ce qu'il dit en dehors quand même, et ce qu'il dit de son métier et de son match. C'est ça qui m'intéresse. Logiquement, que de le voir faire l'Euro, de le voir prendre l'épaisseur qu'il prend dans ce groupe, sans la ramener, mais par son comportement juste, et je trouve, quand il parle de foot, par la qualité de ses paroles, et ben, je suis très fier d'avoir Jules Koundé dans l'équipe de France. Enfin, je suis fier, mais je trouve ça bien d'être... que ce joueur-là et d'autres portent le maillot de l'équipe de France aujourd'hui. C'est un bon joueur, oui, c'est un très bon joueur, et un être humain qui me plaît bien. C'est important ça. D'avoir aussi les valeurs qui accompagnent la performance sportive. Ouais, mais les valeurs, ces valeurs, oui, mais c'est pas forcément ces valeurs, moi, que je juge. Chacun peut avoir ses valeurs, et des valeurs différentes. Moi, c'est son comportement. Et je trouve son comportement très, très adulte et très posé et intelligent. C'est important ça aussi. C'est pas le seul, hein, mais voilà, Saliba est un joueur, un être humain intéressant. Konaté, on pourrait faire la liste elle est longue. Hein. Et comme la liste est longue, ça veut dire que ce groupe-là, il est composé de types qui me plaisent bien, dans l'ensemble. Le groupe TF1, l'équipe de France et l'UEFA ont renouvelé leur partenariat exclusif jusqu'en 2028, avec notamment l'acquisition des matchs de l'équipe de France en Ligue des Nations, matchs amicaux, matchs qualificatifs à la Coupe du Monde 2026 et à l'Euro 2028, dont la retransmission des 25 plus belles affiches, et un enrichissement du partenariat avec la volonté de produire des séries et des documentaires autour de l'équipe de France. Qu'est-ce que cela représente pour vous et le groupe TF1 ?
Ça représente pour moi un partenariat qui existe depuis bien avant presque ma naissance, j'exagère à peine, qui a été mis à mal en tout cas parce que là encore ça a fait beaucoup de bruit et peut-être que les gens restent sur cette image-là. Bien sûr, le fait que pour l'instant TF1 ne retransmette pas la prochaine Coupe du Monde, donc potentiellement pas la prochaine Coupe du Monde de l'équipe de France. Mais voilà, j'ai entendu votre question, la liste elle est longue, c'est-à-dire que en dehors de cette Coupe du Monde, pour l'instant, tous les matchs de l'équipe de France sont sur TF1, tous. Donc ça fait beaucoup de matchs. Donc oui, TF1 reste la chaîne des Bleus. Ça implique plein de choses. Ça implique que quand... Pourquoi ne pas partager? Ça peut arriver, hein. Mais quand vous partagez, l'équipe de France elle-même, le staff de l'équipe de France se dit que, en fait, TF1, M6, je donne la priorité, pas de priorité, je dois dire... Là, c'est plus le cas. Donc les conditions de travail, l'ambiance de travail qu'on a depuis quelques mois à nouveau avec l'équipe de France, avec les joueurs de l'équipe de France, eux, ça aussi c'est important pour les joueurs. Ils sont souvent à l'étranger, ils sont au Real, ils sont à Liverpool, ils sont à l'Inter de Milan, ils ne regardent pas forcément les médias français. Ils sont dans un autre monde et ils arrivent en équipe de France où d'un coup ils sont replongés dans leur francitude, dans leur francité. Et je pense qu'ils se sont dit, mais alors, on est où là? C'est quelle chaîne? C'est M6, un coup, c'est TF1. Là, il y a à nouveau, les joueurs savent que TF1 est partenaire. Puis il y a un climat de confiance qui s'installe. Ouais, de confiance, d'habitude, de... Voilà. Et ça, c'est important. Et puis, c'est très important, je parle des joueurs, mais les téléspectateurs, tout simplement, les téléspectateurs. Moi, j'ai plein de copains qui me disaient, ah, tu fais le match avec toi? Je pensais que c'était sur M6. Mais j'ai regardé la France, j'ai regardé pourquoi c'était pas sur TF1? J'ai loupé le match. Loupé le match, quoi, pratiquement, les potes. Voilà, là c'est un peu plus simple. Et regardez le foot aujourd'hui, trouver un peu de simplicité, de se dire, alors ma Ligue 1 par exemple, ok elle est là, mais pourquoi il y a un match sur Binge? Voilà, c'est un peu compliqué de plus en plus. Au moins là, avec l'équipe de France, on sait que pendant plusieurs années, le bouton 1 sera toujours, j'appuie sur une vieille télé, le bouton 1 sera toujours réservé aux Bleus. Jusqu'en 2028 pour l'instant. Moi ça me fait plaisir et ça fait plaisir à plein de... Ça aussi, ça permet d'envisager, il n'y a pas que les téléspectateurs, il y a aussi tout un service des sports, toute une rédaction qui se dit, ah, ben voilà, on va pouvoir travailler, avoir accès à des joueurs, à des interviews, à des moments un peu privilégiés qu'on va pouvoir... ensuite transmettre à nos téléspectateurs. Voilà, ça donne la banane à toute une rédaction et l'ambiance de travail n'est pas la même, évidemment. C'est vrai. Alors, en plus de ce très beau partenariat, vous diffusez à nouveau dans l'émission Téléfoot les images de la Ligue 1. Avec ce super retour, pouvons-nous dire que Téléfoot redevient le magazine officiel de la Ligue 1? Non, c'est pas le magazine officiel de la Ligue 1. Le terme générique me plaît bien, c'est le magazine officiel du dimanche matin de la Ligue 1. Donc non, c'est pas l'idée d'être magazine officiel. Là encore, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand tout d'un coup vous avez un partenariat avec un championnat, une ligue, et je peux vous dire que ça a changé depuis 3 mois, l'accès aux joueurs, l'accès aux clubs, l'accès aux images, tout d'un coup n'est pas le même. Et donc, quand vous êtes une belle bande de jeunes journalistes qui ont beaucoup de talent, je trouve, dans Téléfoot, aujourd'hui, il y a plein de jeunes journalistes que je trouve très doués, filles, garçons. Quand on fait une conférence de rédaction mardi et qu'on se dit ok, il y a ce match là, mais on pourrait imaginer qu'on va dans le COP, ah ouais, t'as le joueur là, tu peux l'avoir le lendemain s'il gagne avec un petit déjeuner avec lui, ok, ça va. Tout d'un coup, la conférence de rédaction, c'est pas la même. Vous avez plein d'idées, vous avez plein de propositions, et alors, ça sera pas toujours ouvert, mais ce qu'on fait depuis le début de la saison, et pendant les matchs, et avec les joueurs, et avec les arbitres, et avec les présidents, et avec les entraîneurs, ça n'a pas de rapport avec ce qu'on pouvait, aux accès qu'on pouvait avoir dans les saisons précédentes. Donc non, c'est pas un magazine officiel, mais résultat, je trouve que les audiences sont bonnes. On prendra le temps d'analyser tout ça. Est-ce que les gens qui sont un peu privés de Ligue 1 et la retrouvent le dimanche matin avec Téléfoot un peu plus, et c'est pour ça qu'ils viennent nous voir. Est-ce que c'est aussi le ton de l'émission qui élève le niveau et avec bienveillance? Il y a le ton, oui, mais ça ne changera pas. Téléfoot, on est là pas forcément pour être bienveillant, mais l'idée c'est de montrer du foot. Bien sûr que s'il y a une immense polémique qui
dépasse le cadre du lundi matin, mardi matin, tout le monde en parle, mais mercredi plus personne n'en parle, c'est pas dans Téléfoot. Ça sert à rien. Nous on arrive dimanche, on est là pour raconter des histoires, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions, il faudrait faire le nombre d'images de ce qu'on vous montre comme sujet par rapport au nombre de temps de plateau et de parlotte. Notre but, c'est pas le dimanche matin à 11h de vous raconter ce que c'est que le football, de polémiquer sur Mbappé en Suède. C'est pas ça. D'autres le font très bien. Nous, on a un autre choix, on est complémentaires de ce qui peut se passer sur d'autres chaînes ou sur des radios. Moi, je ne juge pas leur travail. Je connais de très bons journalistes qui font des très bonnes analyses sur RMC ou sur d'autres médias. On est autre chose, on est le dimanche matin, on arrive à 11h et on essaie de montrer des choses un peu exclusives. Oui, on a accès à des grands joueurs ou à des gens de l'équipe de France, plus que d'autres qui en profitent. Et je trouve de plus en plus d'être les seuls, ça me désole, mais à pouvoir proposer ce que j'appelle un sujet, un reportage, un truc mini-documentaire de 6, 7, 8 minutes. Ça n'existe plus en télé et ça permet de faire d'autres choses, de s'installer, de prendre le temps. Moi, il y avait un grand format dimanche dernier sur l'arbitrage au sens large, au sens large, non, très précis même, la vie des arbitres, leur préparation, ce qu'ils vivent pendant un match, ce qui se passe entre la VAR, le centre de la VAR et l'arbitre. Et au départ sur le papier, tu te dis bon, est-ce que ça va intéresser les gens, est-ce qu'il faut le faire, ouais, c'est pas un énième sujet très beau sur Ronaldo, sur Mbappé, c'est tout à fait autre chose. Et il était génial ce sujet, et je pense que ceux qui l'ont vu se disent ah ouais, le téléfoot ça continue à être l'actualité générale, des résumés de matchs, etc. Oui, on monte du foot, mais c'est aussi des mini-documentaires, des reportages comme ça. Et moi, je suis très fier de l'équilibre de l'émission aujourd'hui. C'est grand public, mais c'est pas un gros mot. C'est vrai. Ah, pour moi, ça l'était peut-être il y a 30 ans, quand j'étais jeune journaliste à Canal+. On est les meilleurs, on fait des trucs différents, etc. Non, ça l'est plus maintenant. J'ai pas honte du tout de ce que cette rédaction fait et des sujets que j'ai à lancer tous les dimanches. Moi, je suis très fier. C'est tout à votre honneur. Enfin, cher Grégoire, vous êtes un passionné. Comment entretenez-vous votre belle passion au quotidien? Tu as dit enfin, c'est donc la dernière question. Et comment je l'entretiens avec vous, en parlant de foot, ça m'oblige à un peu me poser des questions et à réfléchir. Je l'entretiens avec mes enfants, à qui je suis obligé d'expliquer le foot. J'ai 3 petites qui ont 8 ans, 7 ans et 3 ans, et quand elles sont devant du sport, parce que je ne regarde pas que du sport avec elles, je leur explique. Je l'entretiens avec leur regard d'enfant, qui a été le mien à une époque, et puis je l'entretiens, je vous l'avoue, cette année, parce qu'on est redevenu effectivement ce magazine un peu de la Ligue 1 à Téléfoot, en regardant beaucoup plus de matchs que l'année précédente. Donc je bouffe du foot. Et je pensais que ça allait me gaver, et pas du tout. Je me prends un pied réel à regarder du foot. Alors je l'entretiens, pas en étant supporter, mais je regarde un match, je vous le disais, je peux regarder Reims-Toulouse en regardant un joueur pendant 10 minutes. Je peux regarder Lille-Lyon en me disant, oh, ok, là on est Ligue des Champions, les 2 équipes m'intéressent, donc je regarde je prends un peu plus de hauteur. Et je l'entretiens en ayant gardé toujours un tout petit peu d'une partie de mon cerveau et de mon cœur pour un club qui me procure, quoi qu'il fasse, qu'il perde, quoi que soit l'entraîneur ou les joueurs, une émotion qui me fait dire quand j'allume le match, ok, alors ils sortent du vestiaire, ils vont passer, ils vont toucher des 6 ans de fil, ils vont aller dans le tunnel rouge, ils vont sortir 2 minutes avant le coup d'envoi. Allez, tais-toi le commentateur, laisse-moi écouter You Never Walk Alone. Anfield, quel temps il fait. Okay. Voilà, je l'entretiens avec Liverpool. Voilà. Beaucoup de chance parce que c'est pardon my French, c'est une putain d'équipe. Depuis des années et des années, j'aime le stade, j'aime les gens, j'aime le maillot, j'aime les équipes, les joueurs. Souvent, moi, il me suffit d'avoir 1 ou 2 bons joueurs pour regarder un match. Je me dis, ok, je viens voir ce match pour toi. Et puis tout d'un coup, je redécouvre autre chose. Donc la curiosité. Là, je viens pour tout, Liverpool. Liverpool me remplit quand je regarde un match, qu'il soit une défaite ou une victoire. Ça me remplit. Voilà. Et donc, comme en ce moment, il y a Liverpool le mardi, le samedi, le mardi, je suis rempli en ce moment. Voilà. C'est vrai. En tout cas, je vous remercie grandement, cher Grégoire, pour cette très belle interview. À la prochaine. Avec plaisir.